quel regard portez-vous sur l'évolution de la société chinoise et notamment en cette période de la pandémie? La solidarité, on a vu pendant la pandémie des volontaires. Je crois qu'un pays comme celui-là a beaucoup de chances dans l'avenir. Quels sont les sujets qui vous intéressent particulièrement cette année? Maintenant, on va aussi examiner et adopter le 14e plan quinquennal. Maintenant, il faut partir des acquis du 13e plan pour consolider la croissance de la Chine et en faire un pays moderne, un pays développé. Le président chinois a avancé ces notions d'une communauté de destin commun pour l'humanité et aussi une communauté de destin commun entre la Chine et l'Afrique. Pensez-vous que cela va avoir une influence sur les futures orientations de la Chine, entre la Chine et l'Afrique? Quelles sont vos attentes? Ce que propose le président Xi Jinping est basé sur l'expérience. Le monde dans lequel nous vivons et la pandémie du Covid vient de nous l'apprendre, montre la fragilité de toutes les communautés humaines. Parce que cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et le Cameroun. Donc, quel bilan dressez-vous de la relation bilatérale? Cette relation est qualifiée par le président Biya comme une relation exemplaire. Cette coopération, elle est riche, elle est dense, elle est effectivement profitable de partir. Comme on dit, gagnant-gagnant. Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Les deux sessions se déroulent actuellement en Chine, c'est le rendez-vous politique le plus important de l'année. C'est à ce moment-là que sont définies les grandes orientations du pays. Cette année, avec le lancement du 14e plan quinquennal, les deux sessions attirent l'attention de beaucoup d'observateurs étrangers. Aujourd'hui, dans notre émission, j'ai le grand plaisir de recevoir l'ambassadeur du Cameroun en Chine, Martin Mpana. En poste depuis plus de 10 ans, il va partager avec nous ses observations de ce grand rendez-vous politique, ses analyses du nouveau plan quinquennal et bien sûr, nous allons parler des opportunités qui se présentent pour les coopérations sino-camerounaises et sino-africaines. Alors bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour madame Ying et merci de nous avoir invités. En fait, avant de parler des deux sessions, en fait, beaucoup de téléspectateurs ont envie de savoir quelle est la situation sanitaire aujourd'hui dans le pays d'après votre observation. Redire ce que j'ai eu l'occasion de dire à l'une ou l'autre occasion il y a quelques mois, à savoir que la République populaire de Chine a aujourd'hui une maîtrise de la pandémie, fort de l'expérience acquise, n'est-ce pas, au cours de l'année écoulée, où, comme on dit, tout le monde a été pris de court et la crise sanitaire est arrivée à un mauvais moment, j'allais dire, parce que c'est survenu pendant la période des fêtes et il y a généralement beaucoup de mouvements en Chine, près de 600 à 700 millions de voyages qui sont généralement enregistrés. Donc, cela a créé naturellement beaucoup de panique et nous savons la suite. Il y a eu beaucoup de décès, mais aujourd'hui, je crois que la Chine a maîtrisé globalement l'épidémie et nous travaillons dans des conditions beaucoup plus sécuritaires et saines quand on est à Beijing. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Bien sûr, il y a eu une deuxième vague qui s'est annoncée là à l'approche pendant l'hiver, pendant la période de froid. Et naturellement, le gouvernement chinois a promptement réagi et pris des mesures conservatoires d'usage pour éviter justement une deuxième vague, voire même une troisième vague. Et je profite de l'occasion, une fois de plus, pour saluer les autorités chinoises pour les mesures prises, mais également remercier tous ceux qui, de près ou de loin, travaillent à l'élimination de ce terrible virus qui nous dérange tous et a changé nos comportements depuis bientôt 12 mois. Vous êtes ambassadeur du Cameroun en Chine depuis très longtemps. Alors, quel regard portez-vous sur l'évolution de la société chinoise et notamment en cette période de la pandémie? On voit beaucoup d'évolution, on voit beaucoup d'évolution. Depuis que je suis là, j'ai vu Beijing changer. En plus de 10 ans, Beijing a changé.
Ce n'est plus le régime que j'ai vu en 2008 quand je suis arrivé ici. La Chine prend en compte beaucoup d'autres préoccupations et a à cœur, n'est-ce pas, d'assurer son développement dans le futur. Donc, beaucoup de choses changent. Il y a les réformes elles-mêmes qui ont beaucoup changé, il faut le dire. Euh, il y en a beaucoup. Quand vous prenez les résolutions des réunions du parti ou alors les différentes décisions prises par le gouvernement chinois, beaucoup de choses. Mais aussi la solidarité. Ça, c'est très important. La solidarité, on a vu pendant la pandémie des volontaires, des jeunes gens volontaires qui sont prêts à aller au front malgré les risques que cela représente. Et je crois qu'un pays comme celui-là a beaucoup de chances dans l'avenir. Et ça, c'est des choses très importantes. D'ailleurs, hier, je lisais dans le journal une histoire semblable. Hein. Ce monsieur qui a d'ailleurs reçu un prix au niveau national et qui avait fait, j'allais dire, une cuisine pour les malades du cancer dans sa ville natale. Et ça m'a touché comme histoire, hein, n'est-ce pas? J'étais très, très touché. Mais il y a beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Les femmes, les hommes sont pratiquement lutte à pied, au même pied d'égalité et se battent pour le développement de ce pays. L'éducation a également beaucoup évolué et ça, c'est important. Et ensuite, naturellement, euh, sur bien d'autres aspects, n'est-ce pas? La Chine est riche, bon, mais elle ne gaspille pas. C'est très important aussi. C'est une attitude qu'il faut aujourd'hui aussi observer. Nous n'avons pas le droit de gaspiller parce qu'on pense qu'on en a, et puisqu'on n'est pas sûr du lendemain. Les incertitudes demeurent. Vous avez dit auparavant, je cite, les deux sessions sont un moment très important pour tout ambassadeur en Chine parce que nous sommes des observateurs privilégiés de la vie politique, sociale et culturelle de la Chine. Quels sont les sujets qui vous intéressent particulièrement cette année? Bien, donc les deux sessions sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles régulent la vie de la nation chinoise. Et ensuite, elles permettent, n'est-ce pas, le fonctionnement normal des institutions que le peuple chinois s'est librement donné. Et de cette manière-là, on peut dire que ces sessions permettent, par exemple, d'adopter le budget. Aucun pays ne peut survivre s'il n'y a pas de budget de fonctionnement. Il y a des administrations et beaucoup de dépenses à faire. Il faut que ça soit dans un cadre légal. Il y a les lois et les règlements qui sont votés pendant les sessions. Il y a aussi même les nominations. Hein. N'oublions pas que l'Assemblée populaire nationale a le pouvoir suprême, en fait, ici, et que les nominations, même celles du gouvernement, doivent passer par l'approbation de cet organe-là. Donc, nous avons non seulement les nominations, mais on a aussi les retrouvailles et les échanges au sein de la classe politique chinoise. Je crois que les sessions permettent aux différents responsables de différentes régions de se retrouver de temps en temps dans un cadre plus chaleureux et orienté vers le travail de manière à partager leurs expériences et à définir les politiques de la nation. C'est aussi important parce que sans ces sessions, on pourrait dire, le peuple chinois lui-même ne saurait pas à quel sens se vouer parce que quand ces sessions se tiennent, que le budget est voté, ça donne des assurances au peuple chinois. Comme ça, on sait que le pays fonctionne bien, les institutions fonctionnent bien et on peut aller de l'avant. Tout d'abord, nous avons le rapport d'activité du gouvernement. Pour nous, le rapport d'activité du gouvernement est un document important qui nous permet de mesurer ou d'apprécier, n'est-ce pas, le travail du gouvernement sous la direction du Parti communiste chinois et du président Xi Jinping. Et ensuite, maintenant, on va aussi examiner et adopter le 14e plan quinquennal qui doit démarrer cette année jusqu'en 2025. C'est très important qu'on sache qu'est-ce qui va être fait et ce document qui a été élaboré pendant longtemps, pendant quelque temps, par différentes administrations, par différentes instances au niveau du parti et du gouvernement, des provinces, même des gouvernements locaux dans les districts et autres,
parce que ça concerne tous les rayons et toutes les couches de la nation chinoise. Bien sûr, il y a la lutte contre la pandémie. C'est le point d'actualité du jour. Il reste le développement technologique, parce que la Chine en dépend de plus en plus et a besoin d'accroître, n'est-ce pas, son niveau de développement technologique pour maintenir la croissance et le rythme de production. Le 14e plan a comme objectif final l'atteinte d'une société de moyenne prospérité. Parce qu'avant, on parlait d'une société de moyenne aisance. Moyenne aisance et moyenne prospérité, il y a un saut qualitatif absolument gigantesque qu'il faut lire entre les lignes. Parce qu'on parle déjà de prospérité, ça veut dire qu'on a résolu les problèmes de base. Et c'est ce que c'était l'objectif du 13e plan. Maintenant, il faut partir des acquis du 13e plan pour consolider la croissance de la Chine et en faire un pays moderne, un pays développé. On sait que le travail à la campagne est un travail prioritaire pour la Chine et aussi en Afrique. On s'intéresse beaucoup et les gouvernements mettent l'accent beaucoup aussi sur la réduction de la pauvreté. Et on sait que le président chinois a écrit un livre qui s'appelle Sortir de la pauvreté. Pensez-vous que les deux parties auront l'occasion de coopérer ou de s'inspirer de l'expérience de l'un et de l'autre pour avancer mieux dans ce domaine-là? La Chine pour l'Afrique constitue un grand modèle. Nous disons souvent que la Chine est une école, c'est la plus grande école au monde, la plus grande école à ciel ouvert au monde. N'est-ce pas? Parce que quand vous venez en Chine, avec un regard assez bien orienté pour voir les évolutions positives et autres, tout ce qui a été fait, pour nous Africains en tout cas, quand on sait d'où nous partons et quand on sait ce qu'était la Chine il y a 40, 50 ans aujourd'hui, ben, on se dit ça a été un pas de géant qui a été fait, réalisé. Nous admirons et saluons toujours, n'est-ce pas, tous ceux qui ont travaillé à donner à la Chine la fierté qu'elle peut afficher aujourd'hui. Et bien sûr, la transformation, la grande, parce que je voyage à travers ce pays, c'est de voir que les écarts se réduisent entre la ville et la campagne. Et ça, c'est très important. Quand on parle de sortir de la pauvreté, ce n'est pas une théorie qui est enseignée à l'université. Il faut aller sur le terrain et nous avons eu parfois le privilège de faire des voyages à l'intérieur de la Chine avec le concours du ministère des Affaires étrangères, sans publicité, n'est-ce pas? Mais pour dire que nous avons parfois été au cœur du problème et nous avons vu ce que ça veut dire pour les populations d'avoir de l'eau potable, d'avoir de l'électricité, d'avoir une route, d'avoir des moyens de subvention et d'accroître la production. Donc beaucoup de choses changent. J'ai visité énormément de provinces ici, dans des zones parfois très reculées. On a vu des changements s'opérer. Moi, je peux vous informer que moi, le livre du président Xi, je le lis et je ne le lis pas seul parce que quand vous avez un tel document, il faut le partager. Et je prends le temps de l'envoyer aux dirigeants de mon pays pour qu'eux aussi lisent parce que c'est eux qui doivent prendre des décisions. Et ils peuvent donc trouver un modèle, ils peuvent trouver où s'inspirer et dire, bon tiens, si la Chine a fait et a réussi, pourquoi le Cameroun ne pourrait pas le faire et réussir à son tour? Et c'est un peu cela le défi que, à tous les niveaux, nous nous lançons. Et je pense donc que la Chine a toujours été, pour l'Afrique, un modèle, parce que nous avons quelque part une histoire commune. Nous partageons beaucoup de valeurs communes. Et il y a beaucoup de ressemblances entre la Chine et l'Afrique. On voit que les deux sessions sont aussi l'occasion de revoir la diplomatie chinoise et l'année dernière, il y avait beaucoup d'événements qui se sont organisés autour du 20e anniversaire du Forum sur la coopération sino-africaine et vous avez participé à plusieurs événements dans le genre. Alors, quels sont selon vous les résultats tangibles qu'on a obtenus et quels sont les exemples pour votre pays? Quand on parle FOCAC, évidemment, on peut
voir les problèmes soit d'un point de vue global, soit d'un point de vue bilatéral. Mais je dirais d'abord que l'an dernier, effectivement, le FOCAC, la Chine et l'Afrique, ont célébré tous le 20e anniversaire de la création du FOCAC, ce qui était une très grande réalisation à l'époque et qui a fait ses preuves avec le temps. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la coopération entre la Chine et les pays africains a pris un coup de fouet remarquable. Quand on donne les chiffres, je ne vais pas fatiguer vos téléspectateurs avec des chiffres. Quand on voit les chiffres du commerce, par exemple, il y a tout simplement 20 ans et aujourd'hui, c'est phénoménal ce que cela veut dire. Et aujourd'hui, la Chine, qui participait au développement des États africains, bon, par des dons, des aides simplement, ou une coopération où on envoyait par exemple des équipes médicales. Aujourd'hui, hein, des partenaires financiers. Au Cameroun, la Chine, en termes de pays qui a prêté au Cameroun, la Chine occupe le premier rang au Cameroun. Bien avant, n'est-ce pas, bon, les anciens maîtres coloniaux qui ont dirigé le pays et qui, à un moment donné, occupaient cet espace-là. La Chine est de loin en tête. Avant, le deuxième arrive avec la moitié de ce que donne la Chine. C'est pour vous donner une idée de ce que cela veut dire. Mais encore une fois, la Chine, les réunions qui ont eu lieu donc, en fin d'année dernière, notamment la réunion des hauts fonctionnaires, est destinée à préparer la réunion ministérielle de Dakar, qui aura lieu en 2021. Donc, comme vous le savez, le sommet de Beijing a adopté un plan d'action qui court jusqu'à la fin de cette année. Et à partir de l'année prochaine, il va falloir mettre en place un nouveau plan d'action. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons. Bien sûr, nous attendons de voir ce que, éventuellement, quel sera l'effort que voudra consentir, par exemple, la Chine. Les deux derniers sommets, le sommet de Johannesburg et le sommet de Beijing, on a vu que l'effort était le même, à 50 milliards de dollars US. Aujourd'hui, avec toutes les incertitudes qu'il y a autour du monde, avec la pandémie qui a frappé les économies, le commerce, est-ce que la Chine sera capable de soutenir le même effort pour le triennum 2022-2025, je ne sais pas. Mais toujours est-il que si elle pouvait le faire, comme elle sait souvent le faire, tous les Africains vont apprécier. Et ensuite, naturellement, il y a toutes les concertations autour des grands thèmes internationaux. Parce que, n'oublions pas, la globalisation, la mondialisation, c'est un thème aujourd'hui qui préoccupe parce que beaucoup d'autres pays ou des blocs de pays, n'est-ce pas, travaillent davantage pour le protectionnisme. Alors, il faut effectivement continuer de travailler pour garder les pays ouverts aux échanges. C'est très important, il y a des réformes à faire sur le plan international. L'Organisation mondiale de la santé. Vous savez, par exemple, qu'on a tendance aujourd'hui à politiser tout et à faire, par exemple, des droits de l'homme un prétexte pour, n'est-ce pas, s'occuper des affaires intérieures d'autres pays. Il y a des règles. Il y a des règles de fonctionnement de la communauté internationale. Chacun doit pouvoir retourner, j'allais dire, et prendre le temps de lire la Charte des Nations Unies, le préambule de la Charte des Nations Unies. Tout est dit là-dedans. Mais il y a très peu d'États qui veulent bien relire le préambule de la Charte des Nations Unies pour comprendre de quelle manière on doit conduire les relations internationales. Il y a beaucoup de choses à faire et je crois qu'au-delà des questions économiques, le sommet ou la conférence ministérielle qui se tiendra à Dakar donne toujours l'occasion d'harmoniser les vues entre la partie chinoise et la partie africaine. Il y a par exemple le changement climatique. Voilà un sujet. Voilà des thèmes qui ne connaissent pas les frontières des États. On a besoin de travailler ensemble, n'est-ce pas, pour
lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Et quand vous parlez de cette gouvernance mondiale, ça me rappelle que le président chinois a avancé ces notions d'une communauté de destin commun pour l'humanité et aussi une communauté de destin commun entre la Chine et l'Afrique. Pensez-vous que cela va avoir une influence sur les futures orientations de la Chine, entre la Chine et l'Afrique? Quelles sont vos attentes pour l'année 2021? Non, je pense que les propositions du président Xi Jinping rencontrent l'adhésion massive des Africains. Il n'y a personne parmi eux, à ma connaissance, qui voit ça d'un mauvais œil. Au contraire, parce que ce que propose le président Xi Jinping est basé sur l'expérience des faits. Le monde dans lequel nous vivons, et la pandémie du Covid vient de nous l'apprendre, montre la fragilité de toutes les communautés humaines. Nous sommes fragiles. Et certains États qui se croient, j'allais dire, invulnérables, ont vu, n'est-ce pas, subitement leurs frontières envahies par un virus qui dérange les gens jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas l'arsenal nucléaire. Il n'y a aucune dissuasion à ce niveau. Alors, vous comprenez donc que les Africains, il y a des thèmes pour lesquels nous sommes tout à fait d'accord. La gouvernance mondiale est très importante aujourd'hui parce que nous en souffrons. Nous sommes les laissés pour compte. L'Afrique est laissée pour compte. La Chine a aussi des problèmes parce que une base idéologique, la Chine est marginalisée. Vous connaissez par exemple le débat que j'ai suivi il y a encore quelques années. La Chine a adhéré à l'OMC. Il y avait une promesse que quand, après 15 ans ou je ne sais pas combien, on reconnaîtrait à la Chine le statut d'économie de marché. Mais au moment où cette échéance est arrivée, les gens ont changé les règles du jeu. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas à la Chine le statut d'économie de marché. C'est pour dire qu'on a encore beaucoup de difficultés à faire passer certaines idées, mais cela ne doit pas nous décourager. Cela ne doit pas nous décourager. Nous devons rester déterminés à défendre nos positions communes, à défendre notre point de vue et à faire valoir nos points de vue. Ça, c'est important. Vous voyez, par exemple, sur la pandémie, voyez, le débat qu'il y a eu il y a quelques temps, là, certains pays veulent bloquer toute la production de vaccins pour d'abord vacciner leur population avant de donner quelque chose à d'autres pays. Alors, pour terminer, c'est une question très très importante parce que cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et le Cameroun. Donc, quel bilan dressez-vous de la relation bilatérale et quelles sont selon vous les perspectives de la relation dans le futur? En 1971, au moment où les deux pays ont décidé, n'est-ce pas, d'établir des relations diplomatiques, j'étais encore un jeune étudiant au secondaire. Et au secondaire, j'achevais plus ou moins mon secondaire avant d'aller à l'université. Donc, c'est depuis ça, c'est 50 ans, c'est beaucoup. J'ai commencé à travailler plus de 10 ans après l'établissement des relations diplomatiques. Je ne rêvais pas que je serais éventuellement retenu un jour pour représenter mon pays dans ce grand pays ami. Et j'en suis très reconnaissant au président Biya qui m'a proposé à cette haute fonction ici. Et j'apprécie énormément tout le séjour que j'ai déjà passé en Chine. Cela dit, ce que je peux très rapidement résumer, c'est que la relation entre la Chine et le Cameroun est une relation très riche, une relation très dynamique. C'est une relation qui se consolide, qui s'enrichit, parce que nous avons signé beaucoup d'accords. Il y a des accords même, ce que les gens ne savent pas. On a un accord aérien, ce qui veut dire à tout moment, une compagnie chinoise ou une compagnie aérienne camerounaise peuvent décider, n'est-ce pas, d'établir des vols directs entre le Cameroun et la Chine. Nous avons des accords sur le tourisme, nous avons des accords sur le commerce, nous avons mis en place
des mécanismes de consultation, des commissions mixtes. Donc, on a une commission mixte qui se réunit à espace assez régulier. Et j'ai eu le privilège, depuis que je suis en Chine, au moins d'être membre de deux de ces réunions de commissions mixtes. Et cette relation est qualifiée par le président Biya comme une relation exemplaire. Donc, c'est très important pour nous d'avoir la Chine comme partenaire. Depuis la guerre de libération, quelques Camerounais, patriotes camerounais, sont venus en Chine ici pour apprendre la guérilla et pour pouvoir combattre les forces coloniales à l'époque. Et ensuite, beaucoup de consultations se font entre les deux chefs d'État, l'ancien président comme le président Biya, qui a visité la Chine 6 fois. Et en 2018, il est venu ici 2 fois de suite. Une fois au mois de mars, la deuxième fois au mois de septembre. Donc, c'est une relation très importante qui a donné également de bons fruits. Vous voyez que si vous circulez au Cameroun, il y a de fortes chances que vous voyez des bâtiments qui sont des témoignages de cette coopération ou du dynamisme de cette coopération. Le palais des congrès de Yaoundé, l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé et celui de Douala qui est tout nouveau. Et nous avons des stades, nous avons le palais des congrès, nous avons beaucoup d'autres structures, le palais même des sports. Donc, en plus, n'est-ce pas, la coopération sur le plan de l'éducation, parce que beaucoup de Camerounais sont formés en Chine aujourd'hui dans différents domaines, médecine, informatique, économie, et qui seront des grands gestionnaires, n'est-ce pas, de cette coopération dans le futur. Il y a également, on a signé, très important, un accord d'exemption de visa, mais pas pour tout le monde, c'est pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service. Donc, je sais que vous avez un passeport de service, donc vous pourrez voyager sans problème pour le Cameroun. Mais c'est pour dire que cette coopération, elle est riche, elle est dense, elle est effectivement profitable de parties, comme on dit gagnant-gagnant. Et nous en sommes très très fiers et surtout, nous nous réjouissons de l'appui que nous recevons des plus hautes autorités chinoises et qui certainement, lors le 26 mars prochain, vont certainement, comme d'habitude, échanger des messages de félicitations pour la poursuite. Le Cameroun a adhéré au principe d'une seule Chine et c'est très important. Parce que quand on rappelle les relations l'établissement des relations en 1971, c'est l'année où la Chine a regagné son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire que quelque part, nous sommes fiers d'avoir contribué à redonner à la Chine la place qui était la sienne au sein des nations. Et nous comptons énormément. Nous travaillons également beaucoup avec la Chine sur le plan dans les organisations internationales. Je me passerai, n'est-ce pas, de donner beaucoup d'illustrations, mais ce qui est certain, c'est que nous échangeons énormément entre les deux pays. Là, il y a 2 ans, son Excellence Yang Jiechi s'est rendu au Cameroun. En 2015, le président, le conseiller d'État, le ministre Wang Yi y était également. Les ministres camerounais sont venus ici régulièrement ces dernières années. Il n'y a que la pandémie là qui nous a empêchés, n'est-ce pas, de continuer d'avoir de tels échanges en présentiel. Donc voilà ce que je peux vous dire. Nous avons une relation très dynamique. Nous comptons beaucoup sur la Chine qui participe de manière positive, n'est-ce pas, à l'émergence du Cameroun. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.